tradition africaine, quand on dit Goudi de femme borom, ça renvoie au maléfique. Oui, ça renvoie au maléfique, c'est très bien. Mais en même temps que ça renvoie au maléfique, rappelez-vous l'éclair de lune qui véritablement éclairait nos villages dans l'Afrique traditionnelle. C'était des moments de fête, c'était des moments de gaieté, c'est les moments où les passions et les intrigues amoureuses, comme je disais, c'est de nuit. Ça veut donc dire quoi? Que la nuit, elle est toujours la promesse du meilleur. La nuit, elle est toujours peut-être l'annonce d'autres choses que de ce que nous avons vécu. Tant que la nuit n'est pas encore finie, le jour pourra se peupler de n'importe quoi du point de vue de notre imagination. Mais justement, quand les premières lueurs du jour véritablement tapent à notre porte, on voudrait parfois que cela ne se réalise pas parce que la nuit a été tellement belle, nous avons été tellement nous-mêmes, nous avons été tellement soustraits à la pression du quotidien que la nuit est ce qu'il y a de plus beau, de plus fascinant et de plus exaltant. Professeur, la connaissance de soi. Mais rappelle-toi quand même, Khalifa, que dans toutes les grandes doctrines religieuses, comme dans la philosophie elle-même, dans sa mouture originelle en tout cas, le premier pas vers le savoir devrait consister en une connaissance de soi. Rappelle-toi simplement le connais-toi toi-même de Socrate, qui considérait que la question qu'est-ce que l'homme est la question à laquelle chacun d'entre nous devrait répondre, non pas dans son égoïsme individuel, mais simplement un effort de méditation par lequel on tente de percer le mystère de cette créature simplement appelée homme. Et donc la connaissance de soi, elle peut paraître illusoire. On pourrait dire, comme vous le semblez militer dans cette perspective-là, qu'elle est presque impossible. Mais je dois dire que quand bien même elle est impossible, c'est en lui accordant un certain nombre d'efforts que véritablement l'homme peut rendre compte de lui-même et du sens et de la finalité de son existence. Parce que de toute manière, lorsque Socrate disait que connais-toi toi-même, c'est peut-être la question qui à elle seule résume tout le programme de la philosophie, il était en train de montrer que la connaissance de soi est le premier pas véritablement vers une connaissance et un savoir et même une sagesse rigoureuse. Donc c'est vrai qu'elle peut être illusoire, parce que on peut se demander, est-ce que c'est dans l'intimité de ma solitude que je me connais? Mais on a l'habitude de répondre que le plus souvent, c'est en esquissant un pas en direction des autres, que véritablement c'est à partir des autres que je peux avoir une connaissance de moi-même, mais non pas simplement une connaissance par laquelle je m'enferme en moi-même et dans les limites simplement de mon être. Le soi ne pouvant pas être défini dans une solitude absolue. Il est clair que le soi ne se définit jamais dans une solitude absolue. Nous l'avons dit tout à l'heure en montrant en fait que le soi, il se définit par ce qui n'est pas lui-même. Et en disant que le soi se définit par ce qui n'est pas lui-même, ça veut dire que la connaissance que j'ai de moi-même, elle n'est pas immédiate, mais au contraire, elle est médiate. Elle doit passer par les autres pour accéder à une véritable connaissance rigoureuse de soi-même. Professeur, la connaissance de soi n'est-elle pas impossible si le soi est fait des rencontres? Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Si le soi est fait des rencontres, ça veut dire bref de tout ce qui peut nous venir, de ce qui n'est pas de nous-mêmes. Donc c'est pourquoi j'ai dit il est presque impossible quand même de considérer que l'accès à la connaissance de soi se fasse simplement dans les limites de notre propre individualité. De ce point de vue-là, il est indispensable de montrer que toute connaissance de soi-même, comme le disent d'ailleurs la plupart des existentialistes, doit passer simplement par les autres. Et c'est à partir des autres que j'ai une idée rigoureuse de moi-même. Nous avons cité, je crois, dernièrement Arthur Rimbaud, celui qu'on appelle en littérature le passant considérable, qui avait l'habitude de dire c'est faux de dire je pense, on devrait plutôt dire on me pense. Et il disait que je est déjà un autre. Et si je est déjà un autre, ça veut dire simplement que la connaissance que j'ai de moi-même peut être une connaissance tronquée, elle ne peut accéder à la rigueur que par le trichement, encore une fois, des autres. Professeur, l'homme, quels que soient ses talents, peut-il prétendre être un individu complet? Oui, on peut en rigoler un peu. Demander si l'homme est un être complet, je crois que la réponse est un peu dans la question, parce qu'on a l'habitude justement de définir l'homme par son incomplétude. Mais on pourrait dire que, en fait, pour répondre directement à votre question, même si l'homme complet dans l'absolu n'existe pas, on pourrait à tout le moins dire qu'au fond, celui qui se rend le plus semblable à Dieu, je crois que c'est celui qui approche davantage de la complétude. Et quand je dis c'est celui qui se rapproche le plus possible de Dieu, qui est davantage proche de la complétude, je peux le fonder sur ce que dit le prophète lui-même, paix et salut sur lui. Qu'est-ce que dit le prophète? Recréez en vous les attributs de Dieu. Et quand précisément le prophète dit recréez en vous les attributs de Dieu, ça veut dire qu'il y a quelque chose en nous qui participe du divin. Et quand nous faisons l'effort de le célébrer, quand nous faisons l'effort justement de le lever, nous pouvons véritablement prétendre à cette complétude-là sans jamais s'y installer de façon absolue. Et donc l'homme complet d'ailleurs, c'est le sens que nous donne un
penseurs, qui est l'un des plus brillants penseurs du monde du subcontinent indien, Mohamed Iqbal. Iqbal, je me souviens qu'il disait au fond que l'homme complet, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas ce mystique abîmé dans la contemplation pure, étranger aux préoccupations de ses semblables. Mais Mohamed Iqbal avait l'habitude de montrer que l'homme complet, c'est celui qui se consacre entièrement à sa communauté. Et en tant qu'il se consacre entièrement à sa communauté, il disait que cet homme complet-là, il est un inventeur d'idéal, il est un inventeur de valeurs. Mais s'il est un inventeur d'idéal et de valeurs au service de sa communauté, c'est pourquoi il lui adresse un véritable éloge en disant quel est cet homme complet. Et il répond lui-même, Iqbal, en disant mais c'est celui dont l'âme ne connaît pas le repos. Quel est cet homme complet? Il dit c'est celui qui est le cavalier du coursier du temps. Quel est cet homme complet? Iqbal termine en disant c'est le dernier né de la création, mais la robe de la vie est taillée à sa mesure. Et devant cet homme-là s'ouvrent les âges de la vie. L'homme complet, c'est l'homme ouvert et altruiste. C'est non seulement l'homme ouvert, non seulement l'homme altruiste, mais comme nous avons dit, celui qui tente de recréer le divin en lui, celui qui tente de faire un effort par lequel il dépasse ce qui fonctionne chez les autres comme simplement une limitation.